Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment allez-vous ? Dans cette course folle au bouclage de l'année, entre 2 cas contacts, une classe fermée, une fête annulée, difficile de garder le cap. L'envie, l'énergie, non ? Je suis pas certaine que les chocolats des multiples calendriers nous suffisent. Je vous proposerai du coup très bientôt un petit exercice salutaire à faire en fin d'année, inspiré notamment des conseils des invités du podcast de 2021. Ce sera un épisode inédit, hors série, dont j'enverrai l'accès en primeur à ceux qui ont généreusement pris le temps de répondre au quiz sur le podcast pour m'aider à préparer 2022. Le lien est d'ailleurs toujours dans les commentaires. Pour ceux qui n'ont pas très envie de répondre, et je peux le comprendre, d'autant plus dans cette course folle, je proposerai un autre moyen d'en bénéficier. Je vous en reparle la semaine prochaine dans le premier épisode de la nouvelle formule du lundi. Bon, et aujourd'hui, de quoi parle-t-on ? D'avenir, d'audace, aussi et surtout des enjeux pour la fonction RH. J'ai eu le très grand plaisir de rencontrer et interviewer Thomas Chardin, fondateur et dirigeant de Parlons RH. Parlons RH est une agence conseil en marketing RH, en éditorial et en social media, qu'il a créé donc il y a 10 ans déjà. Et on a échangé à l'occasion de la sortie de son ouvrage des RH Mission ou Démission, un diagnostic et des pistes d'action par un amoureux de la profession. Bon, parler d'amour, c'est peut-être un peu fort. Mais c'est comme ça que je vois l'engagement de quelqu'un qui s'y intéresse généreusement et souhaite sincèrement lui permettre de relever les défis des années à venir et de prendre une nouvelle place dans l'entreprise. Notre conversation vous est proposée en 2 épisodes. L'un portant plus sur la question clé de la garde des talents, je vous propose d'écouter cette semaine. L'autre qui portera sur le rôle de la fonction RH dans les années à venir, sa posture donc pour adresser les nombreux défis, dont la garde des talents. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'interview aujourd'hui, parce que moi ça fait un petit moment que je t'entends derrière Parlons RH, depuis des années, mais alors je sais même plus combien d'années. Parlons RH, ça a combien de temps ? En fait, ça va faire 10 ans au 1er février 2022. Waouh, bel anniversaire. Merci. Alors, Parlons RH, du coup, parlons de toi, parlons de Parlons RH. Comment c'est né ? Quel est ton parcours ? Comment est né Parlons RH ? Bon, en fait, ça faisait déjà 15 ans que j'accompagnais les professionnels RH dans différents enjeux, marketing, digitaux, de conseil aussi. Donc, c'était un peu une suite logique à ces 15 premières années en marketing RH. En fait, la crise de la quarantaine aidant, j'ai voulu entreprendre, lancer une entreprise, donc créer un collectif de travail sur ces thématiques-là. J'avais constaté qu'il n'y avait pas d'agence spécialisée en RH, donc toutes les thématiques RH, et est né Parlons RH, avec aussi en toile de fond, bien sûr, la digitalisation, la révolution digitale, à l'époque, il y a 10 ans, qui naissait, et donc on voulait prendre part, en tout cas faire cette révolution, pas forcément inciter au changement, mais plutôt à notre mesure, essayer d'accompagner les DRH et plus largement l'écosystème RH dans cette transformation digitale. Oui, d'ailleurs, vous avez été un des premiers influenceurs RH, si je puis dire ainsi, puisque c'est le premier acteur que moi j'ai vu émerger avec beaucoup de contenu, en fait. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, mais il y a 10 ans, ça l'était pas vraiment. Merci. Alors, je ne sais pas si on influence beaucoup le marché. J'espère surtout qu'on l'informe, qu'on essaye de dégager des convictions, de partager des convictions. Il y a beaucoup d'acteurs très intéressants et c'est ça l'avantage aussi de ce marché, en tout cas celui du média et de l'information. C'est pas uniquement ce qu'on fait, mais c'est que une idée, ça peut se partager et ça nous appauvrit pas en fait de la partager. Et voilà. Si je te donne une idée, ça t'en fait 2, puis tu m'en donnes une, j'en ai 2. Donc tant mieux, il y a beaucoup d'acteurs avec lesquels on pourrait s'estimer en concurrence, mais pas du tout, c'est de la compétition et on s'entend plutôt bien sur ce marché. Donc plus il y a d'acteurs qui animent le marché, qui donnent de contenu à valeur ajoutée aux professionnels RH,
mieux c'est. Si on a notre place dans ce marché, j'espère qu'on l'a, c'est tant mieux. D'accord. Effectivement, ça permet de faire avancer les choses. Et du coup, à propos de faire avancer les choses, tu viens de sortir un ouvrage qui s'appelle DRH Mission ou Démission. Donc 3 pistes d'action à l'heure du choix, mais surtout moi j'aime bien ce qui est marqué derrière, qui est plaidoyer pour une DRH moderne et rayonnante. Donc pourquoi cet ouvrage ? Pourquoi maintenant ? Alors en fait déjà sur le sous-titre est évidemment très important, et puis effectivement la 4e de couverture là aussi. DRH mission ou démission, ça peut paraître un peu clivant et stigmatisant auprès de la profession RH. Nous on aime et j'aime les professionnels RH, les DRH, donc cet ouvrage il peut comme ça sur le titre paraître critique, il l'est un peu évidemment pour créer de l'aspérité, mais on a surtout envie que la fonction RH réussisse, et qui aime bien châtie bien, et si on ne partage pas le même constat, on ne partagera pas les mêmes solutions. Donc ça se veut à la fois un diagnostic, mais aussi être force de proposition, c'est le sous-titre, 3 pistes d'action à l'heure du choix. Alors pourquoi un ouvrage maintenant ? En fait, cet ouvrage, il est sorti en avril 2021. On va pas dire post-crise puisqu'on est encore dedans, mais en fait, il était finalisé, quasiment finalisé avant la crise. D'accord. Et bon, la crise arrivant, on a mis en stand-by avec l'éditeur la finalisation de l'ouvrage, la mise sous presse, pour pouvoir intégrer ce qui allait advenir. En fait, on a changé presque 1% du contenu. Pour intégrer notamment le mot sanitaire, mais toutes les tendances que j'avais identifiées en amont de la crise se trouvent confirmées ou même accélérées par la crise. En fait, m'est apparu à la force d'écrire sur le digital, sur la marque employeur, sur l'expérience collaborateur, sur la qualité de vie au travail, sur les rôles et missions de la fonction RH, à un moment, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées, et en me disant, mais là, il y a quelque chose à raconter au marché, il y a un diagnostic qui est cohérent, avec une vision qui est plutôt systémique des enjeux de la fonction RH. Ça donne cet ouvrage. Tu as pu le constater qu'il était modeste, il fait moins de 100 pages, c'est volontaire, on voulait pas un ouvrage de management supplémentaire qui fait 300 pages, donc on a voulu avoir un ouvrage accessible, moins de 100 pages, moins de 10 €, dans lequel on puisse faire un peu de picking, pour utiliser un terme anglais, qu'on puisse piocher, faire un peu de snacking, deuxième terme, je vais essayer d'éviter le jargon anglo-saxon. Non, effectivement, je confirme qu'il est facile à lire et instructif à la fois, donc accessible. Mais quelle action ça déclenche ? Parce que c'est ça en fait qui m'intéresse. Et qu'est-ce qui se passe quand on a lu ? Est-ce qu'il y a eu des actions que ça a déclenché ? Je pense que c'est un peu tôt en fait de savoir ce que ça déclenche opérationnellement. Moi, ma volonté, et avant que ça déclenche de l'action, c'est que ça déclenche une prise de conscience. C'est d'abord que on partage bien là où on se situe. Alors le on, c'est quoi ? C'est la fonction RH, la DRH, mais aussi en tant qu'individu, donc acteur de cette noble mission qui est le management des ressources humaines. Donc moi, la première étape, c'est la prise de conscience, tout simplement que le monde a changé. Est-ce que l'entreprise a changé avec le monde ? J'en suis pas certain. Est-ce que la fonction RH, qui est quand même là pour connecter le monde et l'entreprise, a elle-même pris conscience de ces bouleversements ? Je ne parle pas de la crise sanitaire non plus, mais tout ce qu'il y avait en amont, j'en suis pas certain non plus. On pourrait parler de la guerre des talents. Aujourd'hui, on découvre une problématique qui est celle de l'attractivité des entreprises, ou en tout cas, on fait semblant de découvrir. Oui, parce qu'elle existait depuis très longtemps. Mais elle existe depuis tout longtemps. Elle est d'ailleurs cyclique en fonction des problématiques de croissance et de croissance et donc corrélativement de pénurie entre guillemets de talents. Moi, je crois surtout qu'il y a une pénurie d'envie, et que c'est pas envie des futurs salariés ou des collaborateurs, des candidats, et que c'est évidemment au DRH et à l'entreprise de générer cette envie-là à bon escient. Il ne s'agit pas de faire du marketing de l'authenticité et d'être en surpromesse, parce que ça ne fait que augmenter le flux du turnover, en fait, d'augmenter le turnover. Et c'est une envie conjoncturelle ou structurelle ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un manque d'envie en ce moment, ou est-ce que c'est un manque d'envie depuis déjà quelques temps et encore pour quelques temps ? Alors, si on traduit le manque d'envie par les entreprises qui ont des difficultés de recrutement, en 2016, c'était 32% des entreprises qui avaient des difficultés à recruter, selon le baromètre des besoins de main-d'œuvre de Pôle emploi. Donc 2016, 32%. Aujourd'hui, c'est 52%. Mais en fait, en 2017, c'était 37%. En 2018, 44%.
En 2019, 50%. Voilà. Ah oui. Bref, la tendance est évidemment à l'augmentation, mais on prend toutes les études, on prend la même étude qui est l'étude de Manpower, qui aboutit à 52%, à 54% des entreprises qui ont des difficultés importantes ou très importantes à recruter. C'est le plus haut chiffre depuis que l'étude existe, depuis 16 ans. Donc, on est bien sur une problématique d'attractivité tendancielle. Mais la guerre des talents, elle peut pas se résumer à cette problématique d'attractivité et de recrutement. Non. Elle est aussi liée à une problématique de fidélisation. Le turnover a doublé en 20 ans en France. Est-ce qu'on a doublé les moyens de mettre sous contrôle le turnover ? Quand je pose la question à un DRH de son objectif de recrutement, généralement, en 2022, il connaît la réponse. Et si on rentre un peu dans le détail, il sait donner des éléments de réponse sur les profils à recruter et les départements ou les services qui font défaut. Quid du turnover ? À la question quel est le turnover existant, souvent on a des réponses assez flottantes. Quel est l'objectif de turnover en 2022 ? Là, on a, dans la majorité des cas, une absence de réponse. Et puis après, si on rentre dans le détail du turnover par département, par fonction, par métier, là, on n'a absolument pas de réponse. D'ailleurs, dans la plupart des diagnostics que l'on mène chez Parlons RH, la notion même de turnover, je crois que j'ai pas trouvé une entreprise qui avait la même notion et qui appliquait la même définition. Mais le pire, c'est que, est-ce qu'on a bien conscience de ce qu'on mesure à chaque fois ? Quand on mesure les choses ? Donc tout ça pour dire que la problématique de guerre des talents, elle n'est pas liée uniquement à une problématique d'attractivité, elle est liée aussi à une problématique de fidélisation, à une bataille de la fidélisation, et puis une troisième bataille qui est celle de l'engagement. Alors là, la crise a un impact très fort sur l'engagement. L'engagement, il se mesure de deux manières. En fait, il y a l'absentéisme moral, c'est que je suis là, présent, alors dans l'entreprise, de moins en moins physiquement, de plus en plus en distanciel, mais en fait, je suis là, mais je m'en fous. Je suis désengagé, ça m'intéresse pas. Ça, c'est très difficile à mesurer, mais on sait que l'absentéisme moral a un impact considérable sur le chiffre d'affaires et sur le résultat, sur la productivité. Ouais. En revanche, l'absentéisme physique, lui, on le mesure, et lui, pareil, au même titre que l'attractivité, on est de plus en plus malade. On est plus malade en 2017 qu'en 2016, en 2018 qu'en 2017, en 2019 qu'en 2018, et je ne compte pas 2020 et 2021, parce que là, il y a l'impact de la crise avec un certain nombre d'absentéismes qui sont liés au Covid-19. Donc, on génère une forme d'absentéisme. On était à 20 jours d'absence en 2019, 20 jours d'absence en moyenne par an par salarié. C'est énorme. C'est énorme. Je me demande à partir de quand on va commencer à se saisir du sujet. Quand on sera à 2 mois d'absence par an par salarié. Là, on est à 1 mois d'absence. C'est énorme, c'est incroyable. Alors, je voudrais revenir sur 2 sujets sur lesquels vous parlez du turnover et de l'absentéisme. Quand on regarde les projections à 2030, qui sont des projections... on va dire un peu théoriques, mais qui sont quand même sur le mérite d'exister, on voit le fait que les maladies chroniques se développent, donc on dirait que quelque part l'absentéisme risque pas de baisser. Et puis le turnover, on voit plutôt des générations qui ont envie de rester sur une durée plus courte, de 2-3 ans, pas forcément de plus. Donc, est-ce que c'est, et vous en parlez un petit peu dans le livre, est-ce que c'est aussi, c'est à la fois une conscience de ces données, mais aussi une façon peut-être de les appréhender différemment, de travailler dessus, je sais pas. Comment on intègre tout ça ? En fait, je reviens toujours à mon propos, il faut d'abord avoir partagé un diagnostic. Une fois que le problème est bien posé, la solution est à moitié trouvée. Donc, ça me semble important de partager les diagnostics. Il est particulièrement complexe parce que parfois, il y a des choses qui peuvent paraître un peu évidentes et qui ne le sont pas tant que ça. Si je prends juste les attentes de la nouvelle génération vis-à-vis du marché du travail, en fait, on pense souvent que les jeunes sont différents, sont parfois des jeunes zappeurs opportunistes. Quand on regarde les études transgénérationnelles, et pas uniquement des études qui étudient les attentes des jeunes diplômés, on constate qu'il n'y a aucune différence d'attente transgénération vis-à-vis des évolutions du marché du travail. Donc, en revanche, quand on prend en compte notamment le diplôme en France, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, c'est juste un constat. On constate que, pour la faire simple, un HEC de 50 ans a les mêmes attentes qu'un HEC de 40 ans, qui a les mêmes attentes qu'un HEC de 30 ans, qui a les mêmes attentes qu'un HEC de 25 ans. En fait, un non-diplômé, il va avoir les mêmes attentes, c'est si possible d'avoir accédé à une mission d'intérim. Donc, les écarts d'attente, ils sont plus liés, non pas à la date de naissance, quand on parle de génération, mais plutôt à la catégorie sociale
et notamment au diplôme en France. Alors pourquoi on les voit évoluer, ces attentes ? Parce que ces catégories évoluent, parce que la proportion dans en les fait, parce que le évolue. monde, les attentes de tous les collaborateurs ont évolué. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes attentes que nos parents, évidemment. Donc c'est le monde qui a évolué. Nos attentes, mais on sort de la COP26, nos attentes vis-à-vis de l'environnement a fortement évolué, mais c'est pas propre aux jeunes générations. Non. C'est transgénérationnel. Et puis il y a certaines générations qui peuvent se permettre d'être opportunistes, parce qu'elles se disent mais moi je vais choisir une entreprise qui correspond à mes valeurs. Et puis il y a une autre frange de cette même génération qui ne peut pas être opportuniste, elle n'en a pas les moyens, et ses valeurs, en tout cas environnementales, c'est le cadet de ses soucis. Je rappelle juste qu'en France, la majorité des jeunes ne sont pas diplômés de l'enseignement supérieur. 55% des jeunes ne sont pas diplômés de l'enseignement supérieur. Il y a plus de jeunes non diplômés en France, si je compte le BEPC, le brevet des collèges, que de jeunes diplômés soit d'un Master 2, soit d'une école d'ingénieur, soit d'une école de commerce. Donc souvent, quand on parle de la génération Z ou des millennials, etc., on pense tout de suite diplômé qui a la possibilité de choisir. Je rappelle juste que c'est une minorité de jeunes aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est bien de catégoriser, hein, de pouvoir faire il faut pouvoir parfois faire des ensembles pour pouvoir proposer des offres de services. C'est un autre propos de l'ouvrage sur la notion de marketing. Mais sur les jeunes générations, pour répondre à votre question, sur les jeunes générations ou sur les attentes qui évoluent, oui, les attentes évoluent parce que le monde évolue. Rendez-vous semaine prochaine pour poursuivre notre échange sur le rôle de la fonction RH. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.